Quand on cherche des technologies de pointe, nous devons bien souvent regarder du côté des US. Mais pour beaucoup d'entreprises, le choix d'une solution doit pouvoir se faire avec un acteur local. Quand cette situation se présente, n'allez pas croire que les besoins sont revus à la baisse. Le niveau de qualité d'ingénierie attendu est le même. Cela donne de la latitude à certaines entreprises d'innover à la place de ces géants, voire d'occuper un espace ignoré jusque-là. Mais alors, comment concurrencer ces acteurs historiques ? Le mythe de David contre Goliath a-t-il un fond de vérité ? Et surtout, faut-il les attaquer frontalement ? Pour répondre à ces questions d'innovation, je ne reçois pas Eitri, mais il s'y connaît en arme fatale. Laurent, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Laurent, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, tout à fait. Donc je m'appelle Laurent Thierry, je suis Head of Global Engineering à Woodrive. Alors donc j'ai un peu plus d'une vingtaine d'années dans la tech, d'expérience dans la tech. J'ai démarré en tant que développeur sur des technos type C++ dans l'avionique, dans l'industrie de la défense. J'ai travaillé ensuite quelques années en finance de marché sur des technos pareil, un peu rentrer sur la partie C++ et puis sortir sur des technos un peu plus digitales tels que PHP et JavaScript. Ensuite, je suis allé vivre à Toronto, au Canada, pendant 3 ans, où j'ai travaillé pour 2 éditeurs logiciels, toujours sur des stacks très digitales. Et je suis rentré en France en 2015, où je me consacre, depuis laquelle je me consacre au management d'équipe et maintenant d'organisation. Aujourd'hui, à Woodrive, j'encadre une centaine d'ingénieurs à peu près. On travaille avec entre une vingtaine et une trentaine de personnes du produit sur les différentes solutions que propose Woodrive. Ouais. Tu peux du coup nous parler un petit peu de ces solutions que propose Woodrive aujourd'hui ? Bien sûr. Donc Woodrive, c'est une société française, un éditeur logiciel qui a une vingtaine d'années, qui propose un espace sécurisé dans le cloud de confiance. On pourra y revenir un peu plus en détail par la suite. Et un ensemble de solutions, de capacités, une suite collaborative, si tu veux, autour de cet espace de partage documentaire, de cet espace collaboratif, de partage documentaire. J'aurais plusieurs questions en fait sur cette aventure Woodrive, sur plusieurs aspects, parce que déjà, gérer une équipe d'une centaine de personnes, alors déjà on parle plus d'une équipe, parce qu'effectivement 100 personnes c'est plutôt une organisation. C'est pas une équipe, mais du coup quand même mener un bateau pareil c'est pas déjà chose facile. Il y a le fait aussi que vous êtes quand même sur un secteur qui nécessite une certaine innovation, donc il faut réussir à faire amener ces 100 personnes à trouver des moyens intéressants et innovants de faire des choses sympathiques. Et puis il y a aussi le côté si on simplifie ou si on grossit le trait, on pourrait se dire que ce que propose Woodrive, on pourrait le faire avec un S3 chez Amazon, où je ne connais pas le nom des offres chez d'autres, mais tu vois, c'est des offres qu'on peut trouver effectivement chez des géants du web de manière assez, plus ou moins disponible sur étagère. Et du coup, c'est comment est-ce que tu réussis à embarquer du coup une équipe aussi importante pour aller innover face à des gens où ils sont 10 fois plus nombreux que vous, en fait, de l'autre côté. Même un petit peu plus que 10 fois plus. Oui, tout à fait. On peut peut-être démarrer par la troisième partie. Tout le principe, en fait, du cloud de confiance, aujourd'hui, quand on en parle, avant, c'était une dénomination assez particulière qui indiquait un certain nombre d'éléments précis. Aujourd'hui, c'est employé de manière un peu plus ouverte, mais tout ça pour dire que c'est un cloud basé en France sur des hébergeurs français. Que ce soit nos serveurs, les serveurs d'Woodrive, dans les data centers, c'est pas nos data centers, mais pas justement basé sur un des 3 GAFAM, que ce soit Amazon, Microsoft ou Google.
En ça que ça s'oppose directement à ce qu'on appelle ce qui s'appelle le Cloud Act, qui est une loi américaine qui dit que si le président américain ou d'autres personnes du ministère de la Justice estiment qu'il y a menace terroriste, alors il a le droit de demander tout ce qui se situe sur les serveurs de ces GAFAM, même si ces serveurs ne sont pas situés sur le sol américain. D'accord ? Donc, ça pourrait être un petit peu ennuyeux de voir LVMH donner ses derniers rapports comptables ou résultats des conseils d'administration. Donc, en ça, on a déjà cet avantage-là qu'on ne peut pas vraiment retirer. Donc, ça, c'est déjà très important. Après... Alors, je suis d'accord sur le fait que c'est un avantage que tu as, parce que tu peux dire, je suis basé sur le territoire français, donc du coup, je suis compliant avec vos critères de cloud sécurisé. Mais c'est ce que je disais en intro, en fait. C'est pas parce que il y a un LVMH, comme tu disais, se dit je veux un cloud sécurisé, enfin je veux un cloud de confiance, qui vont se dire je prends le premier clampin qui vient avec un disque dur qu'il a branché sur Internet. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un niveau d'exigence. Ils attendent la même qualité de service que ce qu'ils peuvent trouver du coup chez les GAFAM en normal. Oui, tout à fait. Et alors, OODrive s'inscrit dans cette direction. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas la même force de frappe en termes d'ingénierie et probablement en termes de capacité, mais la solution core d'OODrive, qui est cet espace sécurisé collaboratif, lui, est entièrement sécurisé selon les dernières normes de sécurité. On répond à ce qu'on appelle la SecNum Cloud, qui est la norme de sécurité de l'ANSSI, qui est la plus élevée, la plus difficile à avoir, et on fait partie des rares candidats à avoir cette certification. Et puis un ensemble, je dirais, de fonctionnalités, de capacités qui sont nécessaires et qui fonctionnent très bien au quotidien. Donc c'est en ça qu'effectivement OODrive s'inscrit aussi contre les GAFAM, et pas juste en disant nous on a des serveurs français, on a aussi des solutions avec des capacités de qualité et sécurisées. Et alors donc du coup le choix il a été d'essayer de répliquer certaines features qui sont présentes chez justement certains de ces GAFAM, ou au contraire d'occuper un espace que eux ne couvrent pas avec soit des intégrations ou des services supplémentaires. Non, en fait, on ne sait pas, si tu veux, l'histoire d'OODrive n'est pas un parallèle par rapport à Amazon ou Google ou Microsoft, qui n'ont pas d'ailleurs suivi forcément une histoire exactement similaire. Non, c'était vraiment sur ce produit, et ses services ont évolué en fonction de l'offre et de la demande, enfin tout simplement du feedback des utilisateurs. Donc aujourd'hui, OODrive travaille avec 80% du CAC 40, donc les grandes entreprises françaises. Et donc ça s'est développé, je dirais assez naturellement, organiquement, en fonction justement des besoins des différents clients. On ne s'est pas inscrit ni à paralyser et dire Microsoft fait ça donc il faut qu'on le fasse, ni à l'inverse à se dire justement il y a une sorte de petite niche sur lesquelles ils n'ont pas encore travaillé et donc on va travailler là-dessus. C'était plutôt organique. Et donc effectivement on s'aperçoit qu'on est globalement sur des solutions similaires. Après, OODrive a beaucoup évolué en acquisition. D'accord, je crois que c'est depuis 2011 quasiment, il y a une acquisition tous les 2 ans, dans un but d'ajouter des capacités à cette suite, pas forcément un nouveau produit bien clair, net, mais en tout cas des capacités de faire des choses, par exemple la signature électronique. Et c'est comme ça que petit à petit des synergies sont venues et ça a formé finalement la suite Work qu'on appelle Work aujourd'hui, qui contient un ensemble de solutions / capacités qu'on a autour justement de ce core business. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a quand même une surveillance que vous faites de ce que font du coup les différents GAFAM en vous disant tiens ça c'est pas mal, on va essayer de le faire aussi. Est-ce qu'il y a une espèce de course entre vous, on va dire, ou de compétition, ou vous les regardez même pas? Non, alors je suis pas dans le produit, je suis plutôt dans l'ingénierie et ce que fait Google dans l'ingénierie, voilà, on essaye d'y tendre, en tout cas on essaye de s'améliorer. On vise pas, enfin même dans l'ingénierie, on vise pas les GAFA. Non, c'est pas vraiment tellement ce qu'on fait au quotidien. On est vraiment on est en train de mener notre histoire, donc on est plutôt
en train de vivre notre aventure. De temps en temps, effectivement, par exemple, sur la solution de signature électronique, c'était en 2018 où Drive a fait l'acquisition de la société qui s'appelle Cell & Sign. Elle développait elle-même sa solution de signature électronique et finalement on s'est rapproché de Cell & Sign parce qu'il y avait vraiment des affinités assez importantes. Et évidemment, Cell & Sign, c'était un des 3 acteurs français de la signature, et on regarde que font les 2 autres. Ah bah mince, ils ont rajouté ça, bah on était en avance là-dessus, mais ils sont en train de le faire. Donc il y a encore des petites choses comme ça. Mais c'est pas ça qui nous drive au quotidien. Non. Mais du coup, tu as quand même dit que vous tendiez à avoir de l'ingénierie au niveau de Google. On parle de quoi là, on parle d'un prestige plus ou moins supposé que pour avoir Google dans sa capacité à concevoir des solutions techniquement impressionnantes. On parle des notions de volumétrie. Enfin, tu vois, c'était quoi le propos de ta phrase? Non, c'était pas très bien exprimé, mais le but. Enfin, quand je suis arrivé à OutDrive il y a un petit peu plus d'1 an, il y avait un certain nombre de challenges qu'on devait relever, et dans ces challenges, il y avait l'amélioration notamment du département de l'engineering. Et c'est plutôt ça que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est plutôt de l'amélioration, je dirais, globale de l'ingénierie. Donc, par exemple, se concentrer sur la mesure et s'améliorer dans ces domaines-là, tout ce qui est KPI, que ce soit d'équipe, d'aura, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus. Être plus team-centric. Quand on est arrivé, il y avait une équipe par solution, point. Il n'y avait pas cette notion de l'équipe comme la brique élémentaire de l'organisation et les flux entre les différentes équipes, etc., etc. Donc c'est plutôt en ça que je disais qu'on continue à s'améliorer. Une grosse partie de l'ingénierie moderne dans l'informatique nous vient de la Silicon Valley, ce qui est normal, mais c'est pas pour autant qu'on veut faire comme eux. C'est plutôt qu'on veut s'améliorer et ça prend cette direction-là. Ouais. Oui, c'est aussi que c'est des bonnes pratiques qu'eux ont déjà expérimentées, testées. Oui. Donc on a des retours d'expérience qui viennent de là-bas, mais c'est parce qu'ils en ont plus là-bas. Oui, c'est exactement ça. On valide un modèle, enfin ils ont validé un modèle qui fonctionne, qui est comme tous les modèles faux, mais qui va nous donner un certain nombre de clés. Quand on produit du logiciel dans une organisation, peut-être que ça s'étend à toute l'organisation, mais on a 2 réseaux. On a le réseau opérationnel qui produit de la valeur pour l'entreprise, et puis on a un réseau plus managérial qui fait fonctionner les choses. Et tout ça, il y a quand même beaucoup de feedback qui nous proviennent de la Silicon Valley, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Je dis la Silicon Valley, mais globalement les États-Unis, on va dire. Et donc, on profite de ça. Quelle est la place de l'engineering manager au sein de l'équipe, etc., etc. Et donc, on profite de justement toutes ces informations-là et de ces feedbacks pour justement aller, espérons-le, dans la bonne direction. Ouais. Alors donc du coup, comment est-ce qu'on prend la tête de l'engineering avec une centaine de personnes qui bossent dessus? Tu nous as parlé, j'ai cru comprendre qu'il y a une certaine redécoupage des rôles et des équipes, mais du coup, comment tu construis un travail pour 100 personnes? Alors c'est très facile parce que quand on arrive, les 100 personnes travaillent déjà, donc on n'a rien à faire. Donc déjà, faut pas se dire, ah mince, qu'est-ce qu'ils vont faire, je suis pas là quoi. Non, et d'ailleurs on me l'a un petit peu fait comprendre. J'ai beaucoup de chance dans cette intégration, on m'a très peu challengé, mais on m'a fait comprendre que ça fonctionnait très bien avant que j'arrive et que ça allait continuer dans cette direction. Donc il y a une inertie et comment est-ce que je dirais, je vais t'expliquer plutôt comment moi j'ai vécu les choses. Peut-être que c'est, on va dire, le standard, mais moi je préfère le voir de ma manière. Donc quand je suis arrivé, j'ai écouté différentes personnes, j'ai rencontré tout le monde. Donc c'est pas facile de se rappeler de 100 noms et prénoms et de savoir qu'un tel est collectionneur de crapauds dans le Vercors et voilà, etc., etc. Mais on y arrive petit à petit. Et j'ai écouté les gens. Donc les gens m'ont donné des feedbacks. Tiens, c'est difficile ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc il y a et puis la direction aussi. Quelle est la vision de l'engineering? Quelles sont les difficultés qu'on a d'alignement, etc., etc. Pendant c'est pas vraiment un audit, mais on va dire pendant cet onboarding, je me suis moi aussi petit à petit fait à mon idée des différentes difficultés qu'il y avait. D'accord. Par exemple, c'est venu à l'esprit de personne qu'on pouvait avoir des KPI qui mesuraient le delivery des équipes, par exemple.
ou la chaîne d'Aura, le temps que prend, la fréquence de delivery des équipes, ce genre de choses. Donc voilà. Et donc petit à petit, je dirais à peu près au bout des 3 mois, j'avais déjà élaboré, on va dire, un certain nombre, en tout cas mis sur le papier un certain nombre d'éléments, d'objectifs, de challenges que le pôle avait, que j'ai je n'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, hein. J'ai discuté avec les différents managers, directeurs qui étaient là, et puis bien sûr la direction. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'en suis venu à mettre en place, si tu veux, une feuille de route qui est en plus que celle qu'a l'ingénierie de manière générale, qui est grosso modo de délivrer de la valeur, ajouter des features sur l'ensemble des solutions, continuer à mettre en place des outils sur la CI/CD, etc. etc. Ce qui a orienté, on va dire, globalement ce pôle. Donc après, je ne sais pas si c'est exactement une méthode standard, mais ça fonctionne relativement bien. Et il faut bien comprendre quelque chose. Quand un manager vous dit « j'ai pas assez de gars dans mon équipe », alors qu'il a déjà 20 gars, qu'il n'a pas le temps de les rencontrer régulièrement, qu'il n'a pas le temps de savoir qui fait quoi, que l'agilité, on va dire, de base, n'est pas, les fondamentaux de l'agilité ne sont pas respectés, il ne faut pas juste dire « ah bah oui, ok, d'accord, je vais te rajouter 10 gars parce que ça va probablement faire un peu plus brouillon que ça n'était avant ». Et il faut comprendre aussi quelles sont les difficultés. Donc effectivement, tu en faisais référence. Un des éléments, c'était de transformer un peu cette entreprise, enfin ce département, pour être plus team-centric et avoir l'équipe comme brique élémentaire, autonome, capable de gérer ses différents objectifs de la manière dont elle souhaite. Et donc ça a été un travail qui était plutôt de longue haleine. Encore une fois, vous pouvez faire toute la théorie que vous voulez, hein, c'est la culture qui gagne. Donc finalement, c'est le trajet qui est plus important que la copie théorique. Voilà. Mais du coup, t'es resté sur une organisation des équipes par produit, ou ça, tu l'as fait changer aussi? En fait, ce qu'on a changé, non, on est resté sur... Il y a deux choses à dire. Donc, globalement, les gens restaient sur les produits. Donc, ce qu'on a changé, c'est la taille des équipes. Donc, des équipes de 20, par exemple, on les a décomposées. Sachant que dans les 20, on avait un peu de back, un peu de front, qui eux-mêmes étaient séparés, très peu de full stack d'intermédiaires. On avait le mobile, qui finalement travaillait quelque part sur un produit lié, mais semi-indépendant, et qui était d'ailleurs très indépendant. Donc, moi, j'ai plus travaillé sur ce découpage, d'avoir des équipes découpées, un manager qui gère une équipe, un Scrum Master par équipe, ou en tout cas une intervention de Scrum Master par chaque équipe, et ça c'est encore à l'état d'amélioration, hein, c'est pas encore complètement nickel. Donc c'est plutôt d'aller travailler là-dessus. On a une partie de ce qu'on fait qui est commune à nos différentes solutions. On pense à l'authentification, gestion des droits, etc. Ça c'est déjà sorti et découpé, et c'est géré par une équipe. Et ça aussi, on travaille beaucoup à gérer ces ensembles de solutions, et probablement on va petit à petit arriver sur un découpage un peu plus fin, de se dire plutôt qu'une équipe gère, on va dire, tout ce qui est transverse à toutes les solutions, on va plutôt avoir peut-être effectivement une petite équipe qui va gérer authentification, gestion des droits, une petite équipe qui va gérer des éléments communs, que ce soit sur la partie front page, etc., etc. Donc on va dans cette direction, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà. Je vois. Et donc, ça, t'es arrivé chez Woodrive, du coup, tu nous as dit en 2020, c'est ça? 2020? 2022. 2022, ok. Tout à fait. Et donc, tu as des chantiers, j'imagine, qui prennent du temps. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi à peu près? Ouais, c'est ça, un petit peu plus d'un an. Là-dessus. Est-ce qu'il y a, déjà des choses qui portent leurs fruits? C'est-à-dire que ma question, en fait, j'essaie de la formuler en même temps, je suis désolé, mais sur une équipe d'une centaine de personnes, tu le disais tout à l'heure, il y a forcément une certaine inertie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mettre en place rapidement ou c'est quoi qu'il arrive lent, ça prend du temps et c'est seulement à partir d'un an que ça commence à porter les fruits? Alors oui, il y a pas mal de choses qui ont été mises en place rapidement. Il faut voir aussi quelque chose, c'est que quand vous encadrez des organisations, c'est en ça que ce poste est un petit peu différent du poste d'Émilie, dont on a parlé un petit peu plus tôt. On fait pas forcément, c'est pas forcément moi qui vais faire les choses et qui vais mettre en place ces choses-là.
L'idée, c'est plutôt d'aiguiller et d'orienter l'organisation pour dépenser du temps et de l'énergie sur les différents sujets, et notamment les sujets importants, et d'arriver à les faire avancer. C'est plutôt ça qu'on essaye de faire. Donc ce qu'on a mis en place depuis que je suis là, alors sur la partie people, l'onboarding, la factualisation, l'industrialisation de l'onboarding dans les différentes équipes avec la spécificité, les spécialisations sur les différentes équipes. C'est assez important d'avoir ces process-là qui sont un petit peu aiguisés parce que si demain vous avez besoin d'aller scaler rapidement, et puis si on ne met pas du temps et de l'énergie à le faire, on ne le fait jamais puisque soit on est sous l'eau et on n'a pas le temps de le faire, soit on a de la marge et finalement on préfère faire autre chose. Donc l'onboarding, le career pass par exemple sur la partie people, donc à nouveau c'est pas moi qui ai mis en place tout le career pass, il y avait, on en a parlé avec les managers, on fait ça conjointement avec la RH, il y avait déjà quelque chose qui avait été finalement fait qui était pas mal en 2018, mais j'ai apporté peut-être un regard un peu plus moderne là-dessus, et peut-être un peu plus américain aussi, qui ont des cadres extrêmement bien faits et détaillés. Donc voilà, sur ces sujets-là, il y a des initiatives qui étaient déjà démarrées avant que je sois là, la mise en place de community of practice par exemple, qui sont très importantes quand on a 6 équipes ou 7 équipes sur 7 solutions différentes qui peut-être se croisent pas si souvent que ça, ce genre de choses. Voilà, donc tous ces chantiers-là, on travaille dessus et donc ça prend du temps. Le but du jeu, c'est évidemment d'arriver à faire un peu des quick wins. Donc typiquement, l'onboarding, on l'avait mis en place l'été de l'année dernière. Ouais. On travaille avec, on a des liens avec des universités et on a pas mal d'alternants qui viennent travailler chez nous. Enfin, pas mal, un certain nombre. Et du coup, on avait préparé ça pour eux et finalement, de facto, on l'a mis en place finalement pour tout le monde. Ce que je trouve rigolo, en tout cas étonnant, moi je suis arrivé chez Cosa Vostra en tant que directeur des opérations il y a 3 ans. Dans le but justement aussi de rendre la structure plus efficiente, plus agile. Cosa Vostra, quand je suis arrivé, c'était un peu moins de 60 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 personnes. Et un des premiers trucs que j'ai mis en place, c'est effectivement l'onboarding. Et aussi cette notion de career pass. Est-ce que c'est une coïncidence qu'on ait mis en place justement ces choses-là rapidement en premier, ou est-ce qu'il y a une raison, tu vois, au fait qu'on tous les deux autour de cette table, on n'en a pas parlé avant, et on a mis ces mêmes choses-là en place? C'est une bonne question. En fait, je crois que même en 2023, même en France, où Drive a 20 ans, et puis je pense que l'ingénierie reste quand même encore pas à un niveau, on va dire globalement à un niveau professionnel élevé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que je pense qu'on fait des très bons trucs en France, voilà. Je pense que c'est le fait de se poser des questions et de voir comme faisant partie des fondamentaux, un programme d'onboarding détaillé, un career pass pour garder les gars qui s'en vont facilement. En ce moment, si on garde quelqu'un 3 à 5 ans, c'est déjà pas mal. Donc ça nous semble évident, mais ça semble pas du tout évident à une direction qui a peut-être 20 ans, qui a peut-être jamais ou très peu fait d'ingénierie, qui ne se renseigne pas sur l'état de l'art aujourd'hui du marché des ingénieurs. Donc, je pense que ce changement de paradigme, il y a un changement de paradigme qui est fort, qui, encore une fois, vient quand même plus ou moins de l'Ouest, mais qui est très présent en Europe, il ne faut pas croire, et qui n'est pas nécessairement accepté comme étant évident pour tout le monde, et notamment pour la direction des entreprises. Donc, une grosse partie, finalement, de ce que je fais est d'essayer d'arriver à convaincre la direction que certaines choses sont évidentes et nécessaires, mais qui sont contre-intuitifs. Donc, en fait, moi comme toi, on a de l'expérience et on a vu que y avait un gros trou dans la raquette et que déjà on va faire ça parce que en plus c'est assez facile à faire et ça rapporte quand même pas mal. Et puis c'est une première quick win sur laquelle on peut embrayer. Mais c'est pas du tout évident pour les autres d'avant qui ont jamais, je sais pas, exploré ça, rencontré ce genre de difficultés. Ouais. Puis, alors, je pense qu'il y a aussi un facteur de... Quand tu travailles ton onboarding et que tu mets en place justement ces plans de carrière pour les gens en interne, je pense que c'est un moyen aussi de commencer à rediriger un bateau
en fait, avec des nouveaux entrants qui, du coup, sont un peu dans un nouveau moule, dans un nouvel état d'esprit, où tu peux faire monter, du coup, sur des rôles de management ou de gestion des personnes qui sont déjà là et qui rentrent un peu dans ce nouveau contexte. Donc, je pense que c'est aussi un moyen, tu vois, d'insuffler une nouvelle direction et d'amener ceux qui sont peut-être un peu plus réticents à ce changement à le vivre malgré tout, quoi. Oui, tout à fait. Une des grosses difficultés, enfin, on parlait un peu est-ce que ça avance? Est-ce que les grands chantiers avancent? Il y a des grands chantiers qui avancent beaucoup plus lentement en fait que mettre en place onboarding par exemple. Notamment cette notion d'être team-centric, ça a été très compliqué en fait. Les différents managers qui étaient présents quand je suis arrivé étaient des anciens leads dev et qui sont passés managers, qui n'ont pas eu de formation. Leurs managers à eux avaient peut-être pas non plus aussi une très grande expérience du management. Et donc, il a fallu aussi beaucoup travailler sur la culture. Le fait que je demande... Enfin, ça me semble extrêmement improbable d'avoir des équipes qui font plus de 10 personnes. Donc 20, on n'en parle pas. Enfin, je veux dire, voilà. Mais ça a choqué personne, en fait, quand je suis arrivé. Ni les personnes qui étaient déjà en place, ni il y avait 2 directeurs, alors un qui venait d'arriver, et puis un qui était là depuis 6 mois. Ça choquait pas du tout, et bien sûr pas la direction. Donc oui, on est d'accord que ça permet de commencer à insuffler un changement de culture. Et ça, c'est les changements qui sont les plus longs. D'arriver justement à convaincre petit à petit les gens d'aller dans cette direction-là, justement. Donc après, quand on fait des grands changements comme ça et qu'il y a des shifts de culture, il y a forcément... soit on le fait complètement en douceur et tout le monde reste et tout le monde change à peu près, mais c'est probablement qu'on ne le fait pas assez vite et il y aura forcément des gens qui vont quitter l'entreprise parce qu'ils ne vont pas se reconnaître dans cette nouvelle culture. Il y a des gens qui vont avoir énormément de problèmes avec la délocalisation de la prise de décision. C'est les équipes qui sont autonomes et qui prennent leurs décisions. Ça aussi, c'est très difficile pour le management. Donc, voilà, ça fait aussi partie du jeu et c'est aussi une des grosses difficultés qu'on a quand on encadre une organisation, c'est qu'on n'est plus dans les sciences dures en fait, on est vraiment dans de l'humain, mais de l'humain à très grande échelle. Et autant c'est déjà difficile de jauger quelqu'un, mais alors jauger une équipe, une organisation et d'arriver à aiguiller, c'est très compliqué. Donc on est constamment en train d'essayer de se positionner, ni trop fort ni trop faible, pour faire avancer les choses. Ouais. Je reviens du coup sur cette notion d'innovation. Donc, vous avez cette démarche d'être cloud souverain, ce qui, à mon avis, il ne suffit pas d'être hébergé en France pour être cloud souverain. Je pense qu'il y a des critères qui sont peut-être un peu plus étoffés. Tu nous as dit aussi que vous étiez les premiers à être certifiés par l'ANSSI. Voilà, SNC. SNC. J'imagine que ce n'est pas une certification qui s'obtient juste en remplissant un formulaire. Je confirme. À quel point est-ce que tous ces critères que vous essayez de remplir, parce que c'est un avantage concurrentiel certain, est-ce que c'est aussi est-ce que c'est une bride à l'innovation parce que ça te demande comme des ressources en interne pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là? Ouais, c'est une bonne question. En fait, on peut le voir comme des contraintes, tout simplement. C'est-à-dire de devoir se plier à une norme de sécurité, c'est une contrainte. Une norme de médecine, une norme dans l'avionique, voilà, il y a des différentes normes qualité. Donc tout ça, ça rajoute des contraintes. En général, il y a un dicton qui dit « la contrainte déclenche l'innovation », quelque chose comme ça. Donc non, c'est pas forcément négatif vis-à-vis de ça, parce qu'encore une fois, on innove beaucoup sous contrainte. C'est grâce à la contrainte souvent qu'on innove. Donc il faut pas le voir comme ah bah mince, on a encore il y a plein de trucs à faire, donc c'est plus dur, donc on innove moins. C'est plutôt comme ça qu'il faut. C'est plutôt on est sous contrainte, on cherche de nouvelles solutions et mine de rien ça brainstorm et puis on va aller explorer des choses qu'on n'aurait pas explorées lorsqu'on était dans notre petit pré tranquille et qui fonctionnait bien. Donc ça c'est assez important. Ensuite. La contrainte, les contraintes, les normes, la norme SNC, c'est, on va dire, tout un paquet de choses qu'on doit assurer et faire, mais ça nous guide aussi sur certaines choses, par exemple des architectures, hard et soft aussi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir plus de boulot. C'est juste que ça nous contraint sur le fait d'adopter telle ou telle architecture, finalement. Donc, c'est pas tant ça. Oui, on a des problèmes qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été
certifié SNC, mais d'un autre côté, on aurait probablement eu d'autres problèmes si on avait choisi un autre chemin ou d'autres difficultés ou d'autres challenges. Donc, il ne faut pas vraiment le voir comme ça. Mais tu vois, il y a quand même des choses que tu ne peux pas explorer. Oui, ça nous empêche d'aller peut-être dans certaines directions d'innovation. Une des difficultés de la norme SNC, c'est effectivement les serveurs doivent être ultra sécurisés. On ne peut pas avoir tous les clients sur le même serveur et bien évidemment, on ne peut pas partager les bases de données des clients, ça tout le monde le sait. Donc oui, ça va rajouter de la contrainte. Mais encore une fois, ça va pas... je pense que c'est minime, c'est plutôt du second ordre ce que ça nous retire en termes d'innovation. Parce que ce que je vois en termes d'innovation que les équipes font m'ont pas l'air spécialement contraints par ça. Voilà. Il y a des tonnes de manières d'innover sur les produits. On innove même aujourd'hui sur la manière dont on travaille à OutDrive, puisque comme je t'ai expliqué, on était très dans l'acquisition de solutions ou la construction et la maîtrise de solutions. Aujourd'hui, on est en train d'aller dans une direction un petit peu différente où on va plutôt se concentrer sur avoir une plateforme d'intégration qui va être capable d'accepter différentes solutions et différents partenaires. C'est encore très amont, mais on est quand même encore en train d'innover, et spécialement dans l'ingénierie. Ok. Et donc, ce travail d'innovation, est-ce que ces 100 personnes aujourd'hui sont sur ce créneau-là? Ou est-ce que... tu vois, comment tu répartis En fait, comment tu distingues l'innovation de la R&D pure? Ouais. En fait, c'est une excellente question. En gros, la question, c'est peut-être comment on innove, comment on implémente l'innovation. Donc, il y a 2 grandes écoles, enfin, je crois. Soit on fait une cellule innovation, des gens qui, 8 heures par jour, réfléchissent à innover. Donc, j'en sais rien, faire un maximum de recherche sur les IA génératives, par exemple, ce genre de choses. Et l'autre manière, donc, ça fonctionne. Et ça fonctionne quand l'entreprise est elle-même sur un créneau d'innovation. Pas nécessairement quand on a un éditeur logiciel sur un ensemble de solutions ou de services. Pour moi, ça, c'est l'innovation qui doit être intrinsèque. Il doit y avoir dans les équipes de l'innovation, on doit laisser la place aux équipes d'innover. C'est-à-dire qu'une équipe qui travaille sur un produit, oui, elle a une backlog qui est longue comme le bras, probablement 10 000 features qu'il faut faire absolument, sinon tel client ne va pas signer, etc. Ok, on est tous là-dedans. Mais il faut être capable, en tant que manager dans l'ingénierie, de justement cultiver cette innovation. Et le meilleur moyen, c'est de laisser la place à l'innovation. Donc, à OutDrive, ce qu'on fait, on n'a pas tout à fait ces vendredis innovation ou ce sprint innovation comme on peut voir en Safe ou ce genre de choses. Mais on va avoir, par exemple, on a ce qu'on appelle les R&D Days où un certain nombre de personnes vont parler des différents sujets. Ça peut être c'est typiquement, on voit beaucoup ça dans les entreprises, et ils vont parler justement de sujets, ça peut être des sujets d'innovation, justement, bah tiens, j'ai essayé tel truc avec tel framework, etc. Ou parler des sujets d'actualité, bah tiens, justement, on a découvert le truc, est-ce que vous avez entendu parler de ChatGPT, ce genre de truc. Et donc, voilà, il faut, donc, moi, je pense que notre rôle en tant que manager, c'est justement de cultiver cette innovation. Pour arriver à cultiver l'innovation, il faut sortir un peu du mode survie de « Ah bah mince, il faut absolument livrer telle feature, sinon je suis en retard et je vais me faire engueuler ». Ça veut dire qu'il faut sortir un peu de ce mode-là et avoir un certain espace pour justement être capable de réfléchir par soi-même sur des projets innovants ou des solutions ou des choses comme ça. Et donc, cette notion justement où chacun va chercher et partager ce qu'il cherche à son entourage, est-ce que vous faites en sorte que tout le monde y passe à un moment dans l'année, dans le semestre, dans le mois, ou est-ce que c'est vraiment entièrement libre et du coup tu peux avoir des gens chez OutDrive qui n'innovent pas du tout parce qu'en fait ils ont aussi besoin de leur confort et il y a des gens à qui ça ne correspond pas, là où d'autres vont y consacrer peut-être 80% de leur temps et être moins dans le backlog? Alors, ça dépend, c'est souvent la réponse. Ça dépend probablement de ton organisation, de ta culture et peut-être même de la dynamique dans laquelle tu te trouves. Donc il y a eu des moments où on ne faisait pas les R&D parce qu'on était absolument charrette, on était en train de travailler sur le nouveau
le nouveau work, c'est-à-dire un peu le repackaging global et puis la refonte globale de nos solutions. Donc il y a des moments où tu peux justement travailler sur cette innovation. Le but du jeu pour moi, c'est que chaque équipe ait un espace où elle peut innover. Donc idéalement, soit un sprint sur X, sur 5 ou sur 6 par exemple, un sprint où elle ne va pas que corriger des bugs et faire de la refacto, mais aussi réfléchir sur des projets innovants. Soit effectivement d'arriver à avoir une plage horaire de 2 à 4 heures ou une journée, tous les sprints, où elle peut travailler, justement, les gens peuvent travailler sur leur projet. Donc ce qu'on constate à OODrive, c'est que c'est très disparate, mais parce que OODrive est très hétérogène, je dirais, globalement comme environnement. On n'est pas du tout, ce qui est très bien d'ailleurs, on n'est pas du tout calibré, le développeur de 5 ans d'expérience a exactement la tronche là, et puis il y en a un qui est blond, l'autre qui est brun. Au contraire, c'est très, très hétérogène, et notamment par le fait qu'on travaille historiquement, les équipes solutions étaient un petit peu, je dirais, autonomes, mais finalement assez loin des autres équipes. Et donc finalement chacun faisait un peu à sa manière. Donc dans telle équipe on va avoir le vendredi, tu as 2 heures pour travailler sur un projet à toi. Dans d'autres équipes, non, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut faire ça. Et puis dans d'autres équipes, oui, justement, il y a un projet ultra intéressant et là, elle va dépenser beaucoup plus de temps sur ce projet d'innovation, etc. Donc voilà. Donc après, le principe, c'est d'essayer, nous, en tant que manager, de laisser un maximum de place. En tant que développeur, essayer de demander, de dire ça serait pas mal si on avait ça. Alors, on ne va pas partir sur les vendredis Google, mais voilà, essayer d'avoir un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Et il faut comprendre aussi globalement, c'est que c'est quelque chose qui arrive quand on est un peu au-delà du mode survie. C'est-à-dire que on commence à respirer un peu, on a un certain rythme de travail, on délivre de la valeur, on est positionné sur un marché. Ça n'arrive pas quand on est vraiment sous l'eau et que c'est tout simplement parce que quand on est sous l'eau, on est en mode fermé et l'innovation, c'est le mode ouvert. Après, les vendredis de Google, il y a une grosse part de mythe ou de légende sur ce que c'était. Parce qu'en fait, les gens ne le savent pas forcément, mais déjà, je crois qu'ils ont arrêté ça il y a 5 ans. On and off, et puis ça dépend des endroits. Et équipes, en fait, tout le monde n'y a pas le droit en fait, à ce principe-là. C'était quand même réservé à certains qui avaient déjà montré, on va dire pas de blanche, mais qui avaient montré qu'ils étaient capables de suffisamment produire les 4 autres jours avant de pouvoir se consacrer à ce qu'ils voulaient. Quoi. Ouais, en fait, tout est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, encore une fois, si votre équipe délivre, qu'elle est efficace et qu'elle est motivée, lui laisser du temps pour faire de l'innovation, c'est que du positif. D'accord ? Évidemment, elle va produire peut-être un petit peu moins, et encore. Et puis, c'est un choix d'investissement. C'est-à-dire que, voilà. Donc, Google, maintenant, c'est Alphabet. Google fait partie d'Alphabet. C'est un groupe de sociétés qui sont... leur cœur de métier, c'est l'innovation. Donc, évidemment... ils se concentrent là-dessus. Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est très très grand. Il y a énormément d'ingénieurs. Je ne connais pas le nombre exact à Google et dans les autres filiales d'Alphabet. Et donc, oui, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des équipes où il n'y a pas d'innovation du tout, ou alors que Intel ne fait pas d'innovation. C'est quand même quelque chose que je déconseillerais. Toi, tu ne travailles pas assez bien, donc tu n'as pas le droit d'innover. Je pense qu'il faut faire confiance aux équipes et leur dire, en tant que manager, vous avez, j'en sais rien, c'est un échange, tiens, vous avez 5% de votre temps que vous avez le droit de passer à faire ça, et pas de dire, non, lui, il n'a pas le droit. Parce que ça, c'est le meilleur moyen de démotiver tout le monde. Ouais. Quand justement, du coup, tu es quasiment en frontal face à ces géants du web qui ont un peu des tentacules partout, est-ce que eux, par exemple, est-ce qu'ils font pas, je sais pas, du lobbying pour essayer de contrer cette notion de cloud souverain? Je crois qu'il y en a certains qui essayent d'être certifiés aussi SNC. Enfin, ils essayent d'avoir des moyens de contourner. De contourner, tout à fait. Ouais. Donc, tu vois, à quel point est-ce que eux, du coup, viennent essayer un peu de vous titiller, voire de vous attaquer? Je suis même pas sûr que le top management de Google sait qui on est, etc. Donc, il y a probablement des gens chez OODrive ou chez Google et Amazon qui savent qui on est, mais non, l'idée c'est plutôt qu'ils vont attaquer un marché. Et dans le marché européen, il y a le marché français, et dans le marché français, il y a quand même pas mal de monde, pas mal d'entreprises et pas mal de données à héberger. Et que nous, on est un peu sur ce chemin en fait. C'est juste, ça serait plutôt juste ça. Donc oui, effectivement, les GAFAM tentent des percées. Alors pas tant de dire je vais avoir la norme SNC, puisque par définition,
intrinsèquement, un GAFAM ne peut pas avoir la norme SNC, puisque le simple fait que les fichiers qui sont hébergés par ces GAFAM puissent être, sur simple demande, envoyés dans un pays étranger à un gouvernement étranger, ne correspond pas à la norme de sécurité voulue. Non, mais en fait, ce que font ces sociétés, elles vont faire des partenariats. Et les 3 partenariats ont été faits. Alors, je me souviens plus exactement qui est qui, mais Microsoft, Amazon et Google ont chacun fait un partenariat avec les grands acteurs, des grands acteurs français. Capgemini, par exemple. On a Orange aussi. Et vont proposer des solutions. Donc, c'est là où il y a beaucoup d'ambiguïté qui est maintenue, si tu veux. Des solutions qui sont en hébergement de confiance, sécurisées, etc. Sauf qu'à la fin du fin, quand ces personnes-là se retrouvent sur des plateaux type BFM et puis qu'on leur pose des questions en disant « Mais est-ce que si Biden vous demande les fichiers, vous êtes obligé de les envoyer ?» Après avoir répondu 3 fois à côté, ils sont bien à la fin obligés de dire « Oui ». Alors la dernière réponse, c'est en général « Oui, mais de toute façon, on les envoie cryptés, donc ne vous inquiétez pas ». Bon, voilà, donc à voir. Et donc, voilà. Donc, il y a une pression forte. Aujourd'hui, encore une fois, il y a un certain confort, on va dire. OODrive est là depuis 20 ans sur le marché. On nous fait confiance. On a mérité cette confiance. Encore une fois, on travaille avec 80% du CAC 40 et ça fonctionne très très bien. Donc, on n'est pas effrayé. Voilà. Mais on les voit arriver. Ouais. Il y a une question qui est arrivée dans le chat qui dit que sur le site de OODrive, la première illustration montre une édition d'un PowerPoint. La question est donc, comment peut-on assurer de faire du cloud de confiance quand le soft reste américain ? Alors, c'est pas le soft, c'est les formats de fichiers. Ce qui n'a... Mais du coup, visiblement, de ce qu'il dit, on peut éditer un PowerPoint directement dans la solution OODrive. Ouais. Et donc, du coup, Donc, tu édites un format PowerPoint à l'aide d'une solution française. D'accord, donc en fait, vous avez recréé tout un éditeur de PowerPoint. Tout à fait. On utilise des éditeurs compatibles ou sur lesquels on travaille pour justement qu'on puisse travailler de manière collaborative sur des documents de type PowerPoint et Word qui sont 90% des documents, enfin qui sont la plupart des documents. Donc ça t'oblige en fait de faire peut-être pas du reverse engineering, mais de ré-engineerer quelque chose qui existe déjà à côté. Ouais, il y a une partie compatibilité qu'on doit assurer, mais c'est obligé si on souhaite que les gens, que ce soit pas juste un espace de stockage sécurisé, mais que ce soit un espace vraiment collaboratif de travail, on est obligé de faire en sorte que plusieurs personnes peuvent travailler directement dans cet espace sécurisé sur ces documents, sans que ces documents sortent de cet espace sécurisé. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Okay. Du coup, sur cette notion d'engineering, juste sur cette notion de gestion de la sécurité, parce que tu nous dis que vous travaillez avec 80% du CAC 40, donc on parle quand même d'acteurs quand même assez conséquents, qui ont du coup des contraintes de sécurité assez élevées. Juste sur ces 100 personnes qui travaillent aujourd'hui sur OODrive, c'est quoi la proportion de gens qui travaillent uniquement sur l'aspect sécurité ? Alors, moi je m'occupe de la R&D, comme on dit, ou de l'ingénierie. On a une équipe spécialisée dans la sécurité, qui font ça du soir au matin, plutôt du matin au soir, et dédiée à ça. Donc aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine de personnes, des experts qui justement se concentrent pour assurer justement la sécurité de nos différentes solutions et de nos espaces. Et du coup, c'est quoi ? C'est du pentest régulier ? Alors oui, il y a à peu près tout ce que tu peux imaginer, et probablement un petit peu plus. On a aussi, côté engineering, bien sûr, il y a cette notion de sécurité, c'est une notion on parlait de la culture, qui fait partie de l'ADN d'OODrive. Alors c'est encore des choses une des choses justement, je dirais, à continuer à renforcer, mais c'est très présent. Et c'est vrai que au niveau sécurité, ça fonctionne relativement bien. Et donc on a aussi des spécialistes de la sécurité au sein de l'ingénierie, ce qui nous permet de faire des liens plus faciles et justement de diffuser cette culture de la sécurité plus facilement. C'est-à-dire qu'un développeur qui est en train de faire un truc, qui sache qu'il ne soit pas en train de jardiner ou de tricoter, avec toutes les bêtises qu'on peut faire, donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc il y a aussi cette notion-là, je dirais, qui est intégrée dans le pôle. Sinon, tu m'avais posé une autre question qui était sur la taille des équipes. Ah oui, sur les pentests. Yep. Donc oui, effectivement, on a tout un ensemble d'environnements.
Là, je réfléchis plus à ce que je peux dire et ce que je peux pas dire. Donc, on a tout un ensemble d'environnements. On a bien évidemment des environnements de type pré-prod qui ressemblent trait pour trait, à la virgule près, à l'environnement de prod. Et dans ces environnements, on a toute une batterie de tests. Donc, il y a effectivement tout ce qui est pen test, effectivement. Tous les tests de charge qu'on ne peut pas avoir dans d'autres environnements. Donc, on va dire qu'on a un certain nombre de sécurité, de filets de sécurité sur tous ces aspects-là, quoi. Ouais. Alors du coup, pour terminer et revenir sur cette notion d'innovation, que je trouve quand même assez fascinant de se retrouver face à innover face à ces gens-là, est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a un moment où l'équipe sera trop importante, trop grosse ou qui manquera d'agilité pour continuer à innover? Est-ce que l'innovation, c'est quelque chose qui reste à la marge? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu gères cet effet de taille avec la nécessité d'agilité, en tout cas qu'on imagine sur cette notion d'innovation? Je ne sais pas si c'est directement complètement lié. Globalement, les organisations, les équipes nécessitent d'atteindre un certain niveau de capacité. Ce que je veux dire, c'est que même une équipe de 4 personnes peut avoir du mal à travailler. D'accord. Et j'ai déjà vu. En fait, le principe, c'est d'arriver à faire fonctionner, mais ça, c'est plutôt une question de management, de design organisationnel, d'efficacité, d'agilité, d'arriver à faire fonctionner un certain nombre de personnes qui travaillent sur un flux de valeur, soit sur le même flux de valeur, soit sur des différentes parties de ce flux de valeur. On peut aussi parler de capacité. Donc oui, c'est difficile pour ceux qui font ce boulot-là, engineering manager, et spécialement ceux qui n'ont pas forcément exactement la même équipe tout le temps et qui en ont plusieurs, ou en tout cas qui changent. On sait que c'est difficile, on sait que c'est parfois relativement compliqué d'arriver à mettre une équipe sur des rails, faire en sorte que ça fonctionne bien entre la partie humaine, la partie méthodologique, la partie ressources, contraintes, etc., etc. Donc oui, il y a des difficultés en termes de taille, et c'est beaucoup plus facile de travailler à 5, spécialement quand c'était copain sur un truc, qu'à 125. Mais néanmoins, il y a des choses, il y a des, si tu veux, comment dire, il y a tout un paquet de compétences et de frameworks et de méthodes qui nous permettent d'arriver à scaler cette efficacité. La difficulté, c'est qu'il y a des points d'inflexion. En fait, il y a plusieurs points d'inflexion. En général, il y a un point d'inflexion quand on passe de une équipe à plusieurs équipes. Quand on arrive à peu près à 3-4 équipes qui travaillent ensemble, donc quand on arrive à peu près aux 40-50 personnes, et qu'on va sur la taille du dessus, donc ça c'est un deuxième point d'inflexion. Et puis le troisième point d'inflexion, en tout cas moi que je connais, c'est quand on arrive sur à peu près 100 et quelques personnes. On est un peu en dessous encore à Woodrive, mais on n'est pas loin puisqu'on est 100 à l'ingénierie, puis une vingtaine, trentaine de produits. Arriver à faire travailler 125 personnes sur globalement le même type de solution, les mêmes solutions ensemble, c'est relativement compliqué. Et donc, il y a des méthodes, et, des gens, on sait faire ça, il faut arriver à comprendre les différentes organisations et à aller justement dans l'innovation. Je veux dire, il y a je ne sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers d'ingénieurs dans plein de structures. On pense bien sûr aux GAFAM, mais pas que. Et donc, ils arrivent à continuer à être innovants et à être même plus qu'innovants et à être dans le top du marché en termes d'efficacité, d'ingénierie, etc. Mais par contre, effectivement, ça nécessite de la compétence, de l'expérience, de la connaissance, des efforts. C'est pas je scale mes équipes, je les juxtapose, et il n'y a qu'à Faucon en fait. Donc c'est des challenges, mais c'est faisable complètement. Ouais. Et éviter les équipes de 20 personnes. Oui, principalement. Top, merci beaucoup Laurent pour cette discussion. Merci à toi. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. Okay. La première, c'est est-ce qu'il y a une ressource que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Alors oui, je voulais proposer l'excellente BD de Jean-Marc Jancovici. Alors je suis complètement désolé, j'ai oublié le nom du dessinateur, qui s'appelle Le Monde sans fin, je crois. Qui décrit très bien le monde d'aujourd'hui, tout l'aspect énergétique et l'aspect changement, transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui est extrêmement important. Voilà.
Ok, top. Et la dernière question, qui est la question la plus importante peut-être de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, c'est une excellente question. Bon, maintenant, de toute façon, avec tout ce qui est IDE moderne, il y a des conversions qui se font très facilement. Alors, moi, je préfère les espaces, je suis désolé. Pour ceux qui préfèrent les tabulations, je peux raconter une petite anecdote. Donc, quand j'ai commencé à travailler alors c'était en 2004, j'ai commencé à peu près en 2001. J'ai travaillé sur justement une codebase déjà existante sur laquelle on a travaillé, donc c'était du Python. Et puis en fait il y avait beaucoup de tabulation, mais il y avait aussi beaucoup d'espace. Donc vous le savez, en Python, la tabulation, ou plutôt le positionnement de la ligne va vous indiquer, l'indentation va vous indiquer si vous vous trouvez dans des boucles ou pas. Et donc, selon que mon collègue l'ouvrait avec son éditeur ou que moi je l'ouvrais avec le mien, on obtenait deux choses différentes. On précompilait plutôt en Python de manière différente et on obtenait des résultats différents. Et on s'est beaucoup arraché les cheveux. Donc, alors, on a découvert en jouant, on n'était pas des experts Python. On a à peu près pané ce qui se passait quand on est venu voir sur l'ordi de l'autre finalement. Bon, ça nous a pris quelques jours. Et donc, c'est pour ça que de manière générale, je préfère éviter les tabulations si c'est possible. Voilà. Ok, je vois. Très bonne anecdote. Merci beaucoup, Merci Laurent. à toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Voilà, normalement, la rentrée. Alors, on nous dit que c'est Christophe Blainpour, le dessinateur, du coup, par Julien. Super, merci. Merci, Julien, dans le chat. Je l'ajouterai du coup à la description. Donc, bref, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci, comme toujours, de partager ce podcast autour de vous. C'est un vrai plaisir. Ça permet de rencontrer plein de gens passionnants comme Laurent, de découvrir plein de choses. Donc, merci à tous. Rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux, sur le Discord aussi, où il y a pas mal de monde, sur les différentes plateformes de vidéos aussi, où on a pas mal d'extraits. Bref, je vous remercie beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Hop, et voilà du coup pour cet épisode. Qu'est-ce que tu en as pensé, Laurent ? Très intéressant. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé le compiler. Et puis, je pense que c'est toujours intéressant pour un développeur de ne pas être que dans son monde et puis d'écouter un peu d'autres choses. Voilà, l'innovation, quels sont peut-être les challenges qu'on a qu'à le management ou dans d'autres trucs. Donc, je trouve que c'est bien et ça permet de donner un petit regard nouveau. Donc, je trouve que ça permet de faire évoluer. Hein. Carrément. Alors, donc pour ceux qui sont en live, alors vous n'êtes pas très nombreux parce qu'on est quand même en pleine période estivale, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, on va rester en live quelques minutes avec Laurent pour répondre à vos questions si vous en avez. Le temps que vous saissiez votre clavier, normalement je te donne un sticker, j'ai des stickers pour mes invités. Mais j'ai perdu mes réflexes, du coup j'ai pas pensé à le prendre. Je t'en donne un dès qu'on sort. D'accord. J'avais une question, alors qui rentrait peut-être pas forcément dans l'épisode. Donc je te la pose maintenant. Donc tu as vécu 3 ans à Toronto, une ville que moi j'adore. J'ai envisagé de m'y installer aussi. Il y a encore un point commun, toi et moi. À quel point ou comment est-ce que tu penses que ton expérience nord-américaine a influencé ta perception de ces organisations et de l'innovation aujourd'hui ? Ok, alors c'est une question assez intéressante. En fait, à Toronto, j'ai pas tellement travaillé ni pour Google ni pour Microsoft. J'ai plutôt travaillé pour 2 petits éditeurs logiciels. Oui, mais ça reste une expérience nord-américaine. Tu étais comme dans un... Exactement, c'est une expérience nord-américaine. Donc, j'ai principalement appris une culture différente, qui est assez similaire. Hein. Vous allez faire de l'informatique dans une grande métropole, que ce soit Nord-Amérique, Europe, etc. Ça reste quand même, grosso modo, très similaire. D'ailleurs, ça veut dire aussi qu'il y a peu de risques. Si vous y allez, vous n'êtes pas au milieu de l'Inde avec votre sac à dos. Hein. Donc voilà, pour un développeur, je peux que vous le conseiller. Donc j'ai beaucoup appris sur la différence de culture, plutôt que sur tous les aspects managériaux dont on parlait, notamment la mise en place et le maintien de l'innovation, ce genre de choses. Même si c'était présent, alors bien évidemment on faisait de l'agilité. Quand j'ai quitté la France, on était en train de commencer à réfléchir à faire de l'agilité. Je crois que la dernière expérience que j'ai eue, on avait fait un peu de lean pour dire qu'on avait essayé. Mais bon, je travaillais à la BNP, donc ils sont pas très... En tout cas, il y a 10 ans, ils n'étaient pas très agiles. Donc évidemment, ça m'a donné beaucoup plus de vision de l'agilité. Aujourd'hui, en tant que manager, je garde ça quand même plutôt comme
parmi les challenges qu'on peut avoir en tant que manager, par exemple, il y avait une des équipes où on n'avait pas de manager, et donc on essayait tous un peu de faire fonctionner le truc, et puis chacun voulait un peu faire un peu à sa sauce, c'était assez compliqué. Donc j'ai appris pas mal de choses, mais le truc le plus important, c'est d'avoir rencontré une culture différente, d'avoir petit à petit m'y être petit à petit adapté. Donc aux États-Unis, on est très dans la devanture, everything is brilliant, don't worry, etc. Bon, voilà. Donc nous, on est plutôt franchouillard, fait chier, on est plutôt en train de taper du poing sur la table. Donc tout ça vaut mieux éviter si vous voulez aller aux États-Unis. Enfin, en Amérique du Nord, hein, Toronto, c'est la plus américaine des villes canadiennes, hein, donc pour info. Et puis, après, rétrospectivement, de comprendre comment s'adapter à une culture différente. En ce moment, je travaille pas mal avec la Tunisie, j'ai travaillé avec le Maroc. Tout ça, c'est des cultures différentes. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on travaille avec des gens qui sont dans un autre pays, bon, peut-être pas à l'Italie, j'en sais rien, j'ai pas travaillé, mais tout paraît comme d'habitude, en fait. Mais sauf qu'en fait que non. Et donc, c'est en ça que c'est très intéressant, je pense, c'est le fait de s'adapter plutôt à une nouvelle culture et de comprendre un peu les biais, notamment. Ok. Il y a une question qui est apparue. Donc, Laurent disait couvrir 80% du CAC 40. Est-ce que WooDrive se positionne et aide les startups qui sont parfois forcées de faire des compromis sur la sécurité de par leur statut financier compliqué ? Ouais, alors tout à fait. On a beaucoup réfléchi à ça. Il se trouve ces derniers temps. C'est vrai que c'était le SMB, c'est un segment de marché qu'on a peu attaqué, peu proposé. Alors on est quand même présent, hein, donc small and medium business, je sais plus. Donc oui, on est en train de réfléchir notamment à adoucir un certain nombre d'offres en fonction justement de la taille des entreprises, de leur CA, de leur prédisposition. On va essayer de trouver des trucs, RSE peut-être, ce genre de choses. Le but du jeu étant bien sûr de favoriser l'adoption de nos solutions, pas que dans le CAC 40 et tous ceux qui font au moins 1 milliard de chiffre d'affaires. Ouais. Oui, parce que c'est difficile de devoir faire des compromis sur la sécurité, parce que c'est quand même, aujourd'hui, c'est un impondérable. Alors, tu fais pas... En gros, l'idée, c'est plutôt de proposer une offre qui soit à des prix un peu différents. Peut-être pas, je pense pas qu'il y aura de compromis sur la sécurité parce que c'est vraiment la partie intégrante au produit. C'est-à-dire que dès lors que tu utilises... je me doute bien que vous n'allez pas faire une version édulcorée du produit. Ouais. Non, je disais c'est difficile pour une entreprise de devoir faire un compromis sur la sécurité parce qu'ils n'ont pas les moyens de... C'est assez important. Alors après, ce qu'on constate quand même globalement, c'est que une moyenne, c'est qu'il y a à peu près dans les entreprises 15% des données qui sont des données sensibles. Et il y a 85% des données qui ne sont pas si sensibles que ça. Donc peut-être qu'effectivement le dernier résultat du conseil d'administration, vous pouvez utiliser une solution comme WooDrive sur un certain nombre de dossiers très petits où vous allez avoir peut-être un petit nombre d'utilisateurs. Donc ça c'est tout à fait faisable. Effectivement, pour les entreprises, la sécurité c'est très compliqué d'arriver justement à entreprendre, c'est risqué et donc vous passez beaucoup de temps à gérer vos risques. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas monté 30 000 startups, voilà, mais ça fait vraiment partie de la difficulté, ouais, clairement. Ouais. Top. Écoute, je ne vois pas d'autres questions arriver. D'accord. Donc je te propose de terminer ce live ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Laurent, pour ce live. Merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir assisté à ce live, même si effectivement il n'y avait pas grand monde, mais il y a beaucoup de gens en vacances. C'est le cas, toutes les rues sont vides, sauf si vous vivez dans une zone très, très touristique. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Il y aura du coup 2 autres lives cette semaine. Demain, on sera avec Sophie pour parler d'Exotech. Alors non, pardon, pas avec Sophie, parce que Sophie, c'est la personne au département de marketing. Exotech, c'est une solution qui fait des petits robots de transport de palettes dans les usines. Donc on va parler de cette solution technique, de comment est-ce qu'on construit ce genre de choses. Donc ça va être assez fascinant. Et jeudi à 11h30, on recevra Olivier qui a décidé de recréer un ordinateur 8 bits avec ses mains. Qui va nous expliquer un peu comment est-ce qu'il a construit ce projet, comment ça se passe. Et donc de refaire un processeur lui-même, de refaire sa carte graphique lui-même, sa carte Ethernet lui-même, donc de revenir vraiment aux fondamentaux. Donc voilà, on va creuser ce projet-là avec lui. Donc j'espère vous retrouver du coup pour ces différents lives. C'est les vacances, donc reposez-vous bien. Et puis si vous êtes au boulot, je vous dis du coup à demain. Et d'ici là, codez bien. Cosa Vostra.
Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires.